Mesdames et messieurs, le 13 février, nous célébrons la journée mondiale de la radio, ce média intemporel qui, par la seule puissance de la voix, façonne les consciences, nourrit le débat et construit la mémoire collective. Mais que représente-t-elle aujourd'hui? Est-elle un héritage du passé ou une force toujours capable de façonner l'avenir? Pour analyser la portée culturelle et intellectuelle de la radio aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Cherif Choubechi, qui est journaliste et écrivain. Avant de commencer notre débat, on va voir l'arrivée des participants à la conférence de Munich qui réunit une soixantaine de dirigeants internationaux au chevet de la sécurité et la stabilité internationale. Alors, pour commencer, dans un monde saturé d'images et de réseaux sociaux et de vidéos, bien sûr, comment expliquez-vous la persistance et la force symbolique de la radio? Bien, là, vous me projetez vers le présent et l'avenir. J'aurais voulu, mais on va parler un peu du passé. D'accord. Mais pour répondre à votre question, est-ce que vous savez combien il y a d'auditeurs presque quotidiennement de la radio, des radios dans le monde entier? Des milliers de personnes. 4 milliards. Donc ce qui prouve que la radio, certains avaient enterré il y a une trentaine d'années, quand la télévision a commencé à devenir importante et à être suivie par... Il y a, pour faire la comparaison, il y a 7 milliards de téléspectateurs et 4 milliards d'auditeurs de radio à travers le monde. Ce qui prouve que la radio n'est pas morte. Vous savez, c'est un peu comme le cinéma muet. Quand le cinéma parlant est arrivé, les gens ont dit le cinéma muet. Le cinéma est muet et mort, parce qu'il n'a pas pu se renouveler, il n'a pas pu... Alors que la radio, elle, en revanche, a joué un rôle important. Le téléphone fixe, par exemple. Vous voyez, la radio, elle a réussi à survivre. Certains disent toujours qu'elle est devenue obsolète, qu'elle est devenue ringarde, mais l'avantage de la radio, c'est qu'on peut l'écouter à tout moment. Pour regarder la télévision, il faut être assis dans son fauteuil et les yeux fixés sur le téléviseur et ne rien faire d'autre. Alors que la radio, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Proclamée en 2011 par l'UNESCO et approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2012, la Journée mondiale de la radio marque la date de création de la radio des Nations Unies en 1946. Je me recouche dans mon lit. La proclamation de la Journée mondiale de la radio, en train de rêvasser et d'écouter sur la la radio. base. Je n'ai pas besoin de me lever, de m'asseoir et de fixer mon attention sur la télévision. C'est ça l'avantage magique de la radio. Parlons un peu du charme de la radio pour les présentateurs de la radio. Je vais vous dire, puisque j'en faisais partie, je vais vous dire. Mais avant cela, je voudrais signaler ou mettre l'accent sur l'accessibilité de la radio. Donc la radio, comme je l'ai dit, elle s'adresse... Le speaker de la radio s'adresse à l'auditeur. Quand j'écoute la radio, ce monsieur qui parle ou cette dame qui parle s'adresse à moi. Alors que la télévision, quand je regarde la télévision, je sais que ce monsieur, c'est comme s'il était dans un podium et il s'adresse à tout le monde, pas à moi. La radio a une magie intime. Il y a une intimité, il y a une relation spirituelle entre le speaker et l'auditeur qui fait que la radio a pu survivre. La radio n'est pas morte, la radio existe toujours et je pense que, sans faire de prédictions hasardeuses, elle va continuer à survivre. Alors parlez-nous de votre expérience à la radio. Alors, mon expérience à la radio, moi j'ai travaillé pendant 1 an à une agence de presse, l'agence MENA, وكالة أنباء الشرق الأوسط, Middle East News Agency, et puis j'ai été transféré, enfin j'ai été nommé à la radio au programme destiné à l'Afrique et à l'Asie.
Et c'était probablement, à ce moment-là, c'était en 1968, excusez du peu, et j'avais 20 ans, 21 ans. Et j'ai travaillé pour... il y avait une trentaine de langues à la radio. Oui. Une trentaine de langues à destination d'une cinquantaine de pays africains et asiatiques. Oui. Et il y avait toutes les langues vernaculaires africaines. On parlait dans leur langue. On ne leur parlait pas en français ou en anglais. Oui. Non, il y avait une langue qui s'appelle le Bambara, une langue qui s'appelle Hausa. Moi, j'ai commencé par travailler dans la section Hausa. Même mes amis se moquaient de moi. Hausa, Hausa. Vous savez ce que ça veut dire en arabe, bien sûr. Oui. Et donc, mais il n'y avait pas que des langues africaines et asiatiques. Non, il y avait, je me souviens très bien qu'il y avait bien sûr le français, mais les speakers du français étaient ceux de la radio locale, la radio égyptienne. Mais pour les autres, ils travaillaient exclusivement pour les programmes destinés à l'étranger. Il y avait Madame Graff qui faisait l'allemand, Nadia Leon Cavallo, dont vous avez peut-être entendu parler, pour l'italien. Et il y avait M. Nikolopoulos pour le grec. Oui. Et le grec aussi, il y avait quelqu'un qui a fait du cinéma. Je ne me souviens pas de son nom, mais tous les auditeurs ou tous les téléspectateurs vont le reconnaître s'ils le voient. Il a joué dans beaucoup de films, avec un accent grec. Et ça, c'était l'âge d'or de Radio Le Caire. Il y avait, pour la radio locale, les speakers étaient des vedettes, parce que vous savez qu'à ce moment-là, il y avait des millions de francophones et d'anglophones. Aujourd'hui, il y a des anglophones plus ou moins, c'est un anglais bancal, mais ils comprennent quand même plus ou moins. Mais ces gens-là étaient des vedettes. Jacques Elissa, Nicolas Barakat, Monique Kosseri. C'était pour l'anglais, il y avait Ali Gohar, qui lui aussi a fait du cinéma. Oui. Oui. Vous vous souvenez probablement de lui. Oui, bien sûr. Selim Rezallah, c'était un grand monsieur. Selim Rezallah, c'était le ponte des speakers en anglais. Ahmed Fawzi, Marwan Hamad, Raouf Hafez, Yahya Gouda, c'était des gens connus dans le milieu anglophone, francophone, dans l'élite égyptienne. Pour simplifier, c'était l'élite égyptienne. Et la radio a eu un impact tout à fait particulier à ce moment-là. La télévision, la plupart des gens n'avaient pas de téléviseur à ce moment-là. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les maisons d'Égypte, il y a des téléviseurs. Ce n'était pas le cas. Alors les gens se rabattaient sur la radio. Et ils écoutaient la radio. Et je vous répète que la société égyptienne à ce moment-là était encore une société cosmopolite. Donc, et les gens, il y avait beaucoup de francophones. Moi, je me souviens qu'à Alexandrie, j'ai été à la faculté, à l'université d'Alexandrie en 1963. Et je vous assure que quand je circulais dans la rue, les gens me parlaient en français. La plupart des Alexandriens, c'était tout à fait normal de parler en français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais c'est un constat. À ce moment-là, la radio égyptienne a eu un impact formidable sur le peuple égyptien, mais elle a eu aussi une grande influence sur les peuples africains, notamment pour accéder à l'indépendance et à la libération. En tant que journaliste et écrivain, quelle est la différence entre l'écriture pour être lue et la parole destinée aux auditeurs? Oui, non, la différence est importante. La différence est importante. Et il y a des gens, des personnes, de grands écrivains,
qui sont capables d'écrire et d'avoir une énorme influence par l'écriture, comme M. Haeckel, Mohamed Hassanin Haeckel, mais qui, quand il parle, perd beaucoup de son impact. C'est parce qu'il y a une différence entre écrire, quand on peut barrer, on peut rectifier, on peut... Comme les poètes qui écrivent de très belles poésies, mais quand ils les récitent, c'est pas la même chose du tout. Ils n'ont pas le charme. Et ils n'ont pas le charme. Et il y a d'autres qui sont des récitants. Dans le monde, puisque vous parlez de la culture arabe, tous les grands, quelqu'un comme Abu Tammam, qui est un énorme poète, il paraît qu'il avait une voix aiguë et détestable. Et donc, quand il récitait ses vers, comme vous dites, les gens le huaient. Donc, il avait un récitant, un monsieur qui récitait ses vers. Et c'est vrai, ça, c'est vrai. Et alors que quand on parle, sans être vu, parlons de la radio maintenant, on se concentre sur l'impact de la parole, du ton, de l'intonation, et donc c'est très différent de l'écriture, comme je vous dis. Et quand on parle, quand le mot sort de la bouche et qu'il est lâché, on ne peut plus le retirer, comme quand on écrit. Non, il y a une différence importante. Moi, j'ai exercé les deux. J'ai écrit des livres, j'ai écrit des centaines, pour ne pas dire des milliers d'articles, dans beaucoup de journaux, dont essentiellement Al-Ahram. Et j'ai écrit en français d'ailleurs aussi. Et j'ai été speaker à la radio et à la télévision. Oui. À la télévision aussi, je ne savais pas. Oui. En quelle année? Entre 1974 jusqu'à mon départ pour la France en 1980. En quel programme? Les informations. Le JT, le journal télévisé. Et aux côtés de Nicolas Barakat, qui était notre chef, et Monique Kosseri, comme vous l'avez dit, Jacques Elissa, Wafa El-Battout, je ne sais pas si vous l'avez connu, oui. Mohamed Aizzeddin, que Dieu ait son âme. Donc c'est cette génération que j'ai côtoyée. Et puis en 1980, je faisais un programme très intéressant avec une grande dame de la radio et de la télévision, Sana Mansour. Bien sûr. Ce programme s'appelait « Le français pour vous ». Alors je me souviens qu'un jour, j'ai eu une dispute avec Sana, elle n'arrivait jamais à l'heure. Donc on s'est disputé, et puis elle est venue, elle me dit que non, ça ne va pas comme ça. Alors moi, j'avais décidé à ce moment-là de partir pour la France. Et je me souviens que dans le bureau du chef de radio Sharq al-Awsat, la radio du Moyen-Orient, qui s'appelait Madame Madi Hanagib, et elle est venue, Sana, pour se disputer. Alors Madame, elle lui a dit calme-toi, il va non seulement quitter ton programme, mais il va quitter l'Égypte. Il va quitter tout le pays. Il va quitter tout le pays. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de présenter le journal télévisé. Est-ce que les podcasts et les plateformes numériques vont petit à petit effacer de nos mémoires la radio? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a la magie du direct. Le direct, le podcast et tout ça, c'est pas du direct. Le podcast est parfois direct. Parfois, mais d'habitude et donc je pense que la radio elle a perdu de son aura. Ça va sans dire. Elle a perdu de son impact. Ça va sans dire. Mais je ne peux pas prédire, la prédiction qui consiste à dire qu'il n'y aura plus de radio dans 50 ans, je n'y crois pas. Peut-être dans 100 ans, ça c'est difficile à... On ne peut pas prévoir à 100 ans. C'est comme la météo. On peut prévoir à 4-5 jours, mais pas plus.
Donc je ne peux pas vous dire. Mais à brève échéance, non, la radio va survivre. Et elle a survécu. Est-ce que vous pensez que les jeunes, ils écoutent toujours la radio? Ils s'intéressent au programme de la radio, comme avant? Non, comme avant, non. Non, il y a une différence entre comme avant, où ils s'intéressent toujours, ils écoutent la radio présente des programmes intéressants, mais non, certainement pas comme avant. Les jeunes, actuellement, ils sont obnubilés par TikTok, Instagram et tout ça. Oui, et tout, oui. Est-ce qu'on peut dire que la radio raconte notre histoire et construit notre mémoire collective? Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que la radio, c'est-à-dire que les informations, les news, on les connaissait comment avant? Par l'intermédiaire de la radio. Je me souviens par exemple de la mort de Nasser. Moi j'étais dans un magasin, dans une pâtisserie en fait, je mangeais des gâteaux. Et il y avait un kiosque devant moi où il y avait une radio. Et les gens s'approchaient de ce kiosque et commençaient à dire Allahu Akbar et à pleurer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé et la radio annonçait la mort de Nasser, 28 septembre 1970. Donc on apprenait les nouvelles à travers la radio. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on apprend les nouvelles à travers la télévision, n'est-ce pas? Oui, donc surtout, la radio, elle joue toujours le rôle de faire une barrière contre les fake news. Voilà, ça c'est un point très important qu'il faut soulever, c'est que l'avantage de la radio, c'est la crédibilité. La radio est crédible parce qu'elle va à des sources sûres, des sources officielles, alors que les TikTok, Instagram et Facebook, Facebook c'est lamentable, c'est lamentable. Toutes les fake news, toutes les inventions, toutes les fabrications de fausses nouvelles, à mon avis c'est lamentable. Moi je regarde Facebook avec beaucoup de circonspection. Parce que, par exemple, il y a eu le problème du jeune homme qui a harcelé une fille dans le bus, il y a quelques jours. Oui, sur les réseaux sociaux, c'était... Sur les réseaux sociaux, il te dit, voilà, ce monsieur, et le parquet l'a disculpé, ils ont dit qu'il n'a rien fait. Et d'autres disent, non, il a été condamné, il est en prison. C'est toujours comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ce qu'on appelle des fake news, mais c'est à répétition et c'est vraiment lamentable. Est-ce que vous pensez que la radio traditionnelle va disparaître un jour? La radio que nous connaissons? Un jour. Si vous entendez par un jour dans 100 ans, c'est possible. Mais comme je vous ai dit, à brève échéance, je ne pense pas. Et la télé aussi? Et la télévision aussi, bien sûr. Et la télévision aussi. Pas seulement la radio, peut-être la radio avant la télévision. Probablement. Mais l'avantage de la radio et de la télévision, c'est le direct. C'est que c'est instantané. Vous avez les nouvelles instantanément. Ce qui n'est pas le cas des autres médias. Et en période de crise, pourquoi d'après vous la radio est-elle une média essentielle au moment des crises? Parce que au moment des crises, les gens ont besoin de savoir. Ils ont un besoin de savoir, d'avoir les informations les plus chaudes, comme on dit, les informations. Et c'est à ce moment-là que le taux d'écoute prend des proportions énormes, et parce que tout le monde veut savoir avant l'autre, ou plus vite que l'autre. Voilà, donc c'est ça l'avantage de la radio et de la télévision. Quels sont les traits caractéristiques qui doivent être présents chez le speaker de la radio? Il doit avoir une présence d'abord.
Avant tout, il doit avoir une prestance. Parce qu'il n'a que sa voix. À la radio, il n'a que sa voix. Son outil, c'est sa voix. Vous parlez de la radio. Oui, pas comme dans la télévision. Absolument. Donc c'est la voix. Et vous savez que, sans être méchant, je me souviens qu'une radio, il y avait des jeunes filles avec des voix douces, suaves. Et les gens pensaient que les jeunes filles qui sont derrière ces voix sont des Gina Lollobrigida, des Brigitte Bardot. Oui. Et quand ils les ont vues, ou qu'ils voyaient leurs photos, ils étaient très déçus. Donc, mais ces filles ont l'avantage d'avoir une voix qui fait rêver, qui stimule l'imagination. Et ça, c'est très important dans un speaker. La radio, comment elle parvient à capter l'attention des gens? Elle parvient à capter l'attention des gens en leur donnant des nouvelles fraîches et en ayant une certaine crédibilité. Vous savez, la mission de la radio, c'est d'abord, premièrement, informer. Deuxièmement, éduquer. Troisièmement, divertir. Oui. Donc, ces trois missions, elles doivent se combiner dans une radio qui a une grande réussite, qui a un impact sur les gens. Et si elle échoue dans une de ces missions, elle perd beaucoup de sa crédibilité. Et la crédibilité, comme vous le savez, pour les êtres humains comme pour les médias, c'est essentiel et c'est une condition sine qua non de réussite. Mais est-ce que les auditeurs, aujourd'hui, ils cherchent les informations ou bien ils cherchent les chansons, les feuilletons, les programmes sur la culture, peut-être? Au moment des crises, justement, c'est vous qui l'avez soulevé, c'est pas moi, ils cherchent les informations. Mais dans les moments ordinaires, quoi, la vie quotidienne, oui, bien sûr qu'ils écoutent les chansons, ils écoutent des programmes de divertissement, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et quels seraient vos conseils à un jeune ou une jeune fille qui veut travailler à la radio? Eh bien, pour travailler à la radio, il faut d'abord travailler sa voix. Moi, je me souviens que quand on m'a proposé de travailler à la radio, moi j'ai été un des rares, vous savez, toutes les... On a parlé des grandes vedettes de la radio. Toutes les grandes vedettes de la télévision ont commencé à la radio. Oui. Et tous ceux qui présentaient le journal de télévisé à mes côtés ont fait de la radio. Moi, et je les trouve toujours beaucoup plus disciplinés, ceux qui ont commencé à la radio. Vous avez raison, vous avez raison, vous m'égratignez un peu sans le savoir, parce que j'allais continuer pour vous dire que moi j'étais rédacteur des nouvelles, pas du journal télévisé, mais du journal radiodiffusé, à la radio. Et j'écrivais le journal, et je n'avais pas l'intention de faire de la radio. Jusqu'au jour où Nicolas Barakat est venu me dire, écoute, toi tu parles tellement bien et tu as une certaine présence, dit-il, hein, c'est pas moi qui le dis. Il a raison. Merci beaucoup. Et donc, viens pour présenter le journal télévisé. Je lui ai dit, non Nicolas, c'est pas mon truc, quoi. Il m'a dit, non, 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 il faut que tu viennes. Et il y aura une sorte de test présidé par Madame Hemmat Mustafa et Monsieur Gabriel Cressati, qui était notre maître à tous, qui était notre gourou, si j'ose dire. Et donc, j'ai été faire ce test, j'ai réussi, il y avait une centaine de personnes, de jeunes filles et de jeunes hommes, quoi. Et j'ai réussi. Et donc j'ai fait de la télévision avant de faire de la radio. Et quand j'ai fait de la télévision, il y avait Madame Lily Kerdani
qui me dit, comment, tu fais de la télévision et tu ne viens pas chez nous. Elle était la directrice des programmes européens. Madame Lili Kerdani, je la vois toujours actuellement. Oui, je la connais bien. J'ai le plaisir et l'honneur de la voir. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes présenter les... Et c'est comme ça que j'ai fait le chemin inverse de tous mes collègues sans exception. Je suis la seule exception. Vous avez commencé à la télévision d'abord, puis à la radio. Puis à la radio, voilà. Ma génération a fait le contraire. Tous, pratiquement sans exception. Tous, les grandes vedettes de la télévision, Salah Zaki, Hamdi Andil, Farouk Choucha, Himmat Mustafa, dont on parlait. Oui, ils ont tous commencé. Tous ont travaillé à la radio. D'abord. D'abord, oui. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Et vous aimez beaucoup plus la radio ou la télévision? J'aime les deux, pour tout vous dire. J'aime les deux. Peut-être que j'ai un penchant pour la télévision, mais j'aime les deux. Moi, je préfère la radio. C'est vrai? J'ai quitté la radio en 2002, mais ça reste beaucoup plus charmant que la télévision. Mais vous ne présentez plus de programme à la radio? Non, non. Même pas les nouvelles? Même pas les nouvelles, non. Ah, mais c'est dommage. Oui. Mais la radio, ça reste à cause de mes parents, mon grand-père, bien sûr, mais ça reste le grand. Oui, oui. Vous voyez, c'est très touchant parce que la radio et la télévision sont très... parce que c'est le contact avec l'autre, le contact avec les autres. Vous savez, quand on parle à une personne, ça a un impact sur vous, mais quand on parle à 1000, l'impact est différent, le concept est différent, mais quand on parle à des milliers ou des millions de personnes, c'est tout à fait différent. Monsieur Cherif Choubechi, je répète que vous êtes journaliste et écrivain. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. On fête aujourd'hui, mesdames et messieurs, la journée mondiale de la radio. Merci pour votre attention et à la prochaine.